Bonjour à nos auditeurs africains, bonjour à nos auditeurs européens. Bienvenue à ce nouveau webinaire de regards croisés africains et européens que l'Institut Jacques Delors est très heureux de faire de nouveau avec notre partenaire de Dakar, le think tank citoyen Wati, et je salue son directeur Gilles Yabi. C'est notre cinquième édition sous ce format. Après l'année dernière, vous vous souvenez, pour les plus fidèles de ce rendez-vous, des débats, des regards croisés sur la question migratoire, sur la guerre en Ukraine, sur d'ailleurs la question alimentaire aussi soulevée par cette guerre. Au début de cette année, la démographie, la question démographique, vue d'Afrique et vue d'Europe. Et aujourd'hui, cet après-midi, nous allons croiser nos regards d'Afrique et d'Europe sur, je dirais, deux autres continents de notre globe, de notre puissance, la Chine et les États-Unis, la rivalité sino-américaine, comment elle affecte nos propres continents européens et africains. Et pour en débattre, je suis heureux d'avoir autour de cette table ronde virtuelle Pierre Haroche, qui est maître de conférences en relations internationales et sécurité internationale à l'université Queen Mary de Londres, et j'ajoute aussi chercheur associé à l'Institut Jacques Delors sur les questions de défense. Nous avons publié récemment un de ses papiers sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine, qui est, on sait, un sujet ô combien d'actualité, et qui est aussi auteur plus récemment d'un délicieux bout de l'Europe que je vous invite à lire, mais qui est pour un autre webinaire. Avec nous aussi, et je la remercie, Sylvie Berman, qui est membre de notre conseil d'administration ici à l'Institut Jacques Delors et qui a été ambassadeur de France à Londres, à Moscou et à Pékin, donc dans trois membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, et qui a sorti tout récemment un livre qui retrace justement tout ce parcours, Madame l'ambassadeur, aux éditions Talendier. Merci Sylvie Berman d'être avec nous cet après-midi. Et puis, j'accueille aussi sur cette table virtuelle Fola Chadé Soulé, qui est chercheur en relations internationales à l'université d'Oxford, d'où vous nous parlez aujourd'hui. Et vous êtes aussi, et vous y allez bientôt, chercheur invité à l'université du Ghana. Donc, merci à vous trois d'être parmi nous. Je dois excuser Paul-Simon Handy, qui était directeur du bureau d'Addis Abeba de l'Institut d'études de sécurité, qui est malheureusement souffrant et qui ne peut se joindre à nous. Mais nous avons un beau plateau pour traiter de cette question géopolitique majeure que je laisse Gilles Yabi nous introduire. Merci beaucoup, Sébastien Maillard. Merci, Madame l'ambassadeur Sylvie Berman, Monsieur Pierre Haroche, Madame Fola Chadé Soulé pour avoir accepté notre invitation conjointe de l'Institut Jacques Delors et Wati à ce nouveau rendez-vous. C'est vraiment un plaisir chaque fois de vous retrouver, Sébastien, et l'équipe de l'Institut Jacques Delors autour de ces regards croisés. Et je crois qu'une fois de plus, on aura une conversation très animée, très riche, avec la participation de toutes celles et de tous ceux qui nous ont déjà rejoints et je pense qu'ils continueront à nous rejoindre. Et là aussi de plusieurs continents, d'Europe, d'Afrique et même au-delà. Et je crois que cela traduit totalement la convergence que nous avons, Wati et l'Institut Delors, sur l'importance du débat public ouvert et constructif. Je vais être très rapide. Alors, je vais essayer de partager juste vraiment quelques slides sur la compétition de la Chine et les États-Unis. Alors, ça ne s'annonce pas très bien parce que pour l'instant, je ne vois pas apparaître le bon fichier PowerPoint. Alors, comme ce n'est pas absolument essentiel, on ne va pas perdre du temps là-dessus. Je vais essentiellement vous dire que on le voit à différents niveaux, bien sûr sur le plan économique. On a très clairement
une compétition aujourd'hui très importante. Alors, lorsqu'on regarde les chiffres de PIB, les États-Unis sont encore assez nettement devant, mais on sait aussi qu'en considérant notamment la parité de pouvoir d'achat, en réalité, les différences sont de moins en moins importantes. Lorsqu'on regarde sur le plan militaire, c'est quand même un élément très important de la puissance. Là aussi, le budget américain de la défense reste très significativement plus important que le budget de la Chine. Mais là aussi, on n'achète pas la même chose avec 1 milliard de dollars aux États-Unis et 1 milliard de dollars en Chine. Et donc, on sait qu'il faut corriger déjà ces budgets de défense aussi par les différences donc, au niveau du coût de la vie. Et on sait aussi qu'il y a des questions, bien sûr, sur la transparence des budgets. Alors, c'est probablement vrai pour la Chine, mais peut-être pas seulement. Et qu'à nouveau, il y a quand même un rattrapage très important, en particulier au niveau des forces navales de la Chine, disons, par rapport aux États-Unis. On considère aujourd'hui que la capacité de la marine chinoise est quand même extrêmement importante et qu'elle continue, disons, à monter en puissance. Dernier élément, je regardais les chiffres sur le réseau diplomatique au niveau mondial des grandes puissances et la Chine est en fait depuis 2019 passée devant les États-Unis en termes de réseau diplomatique mondial et je crois que ça aussi c'est assez significatif d'une montée en puissance et surtout d'une affirmation cette fois-ci du rôle extérieur et donc de la volonté de se projeter, d'être présent partout dans le monde, cette volonté donc de la Chine aujourd'hui. Donc oui, je crois que la compétition, on ne peut pas la nier. C'est clair qu'elle va structurer les rapports et la stratégie dans les décennies à venir. Et c'est important pour l'Europe, pour l'Afrique, évidemment, de regarder ce qui se passe et de voir s'il y a des risques qui sont associés à cette compétition et s'il y a peut-être aussi des opportunités sur le plan géopolitique, mais aussi sur le plan économique. Et je crois qu'on va en parler. Donc, c'était tout vraiment pour mon introduction du sujet. Je suis très impatient, je pense, comme nous toutes et nous tous, d'écouter nos invités. Donc, je vais vraiment passer directement la parole à M. Pierre Haroche, maître de conférence donc, en relations internationales et sécurité, pour voilà, nous donner un peu la perspective européenne sur cette rivalité sino-américaine. Monsieur Pardon, Pierre Gilles, Haroche. juste avant que Pierre commence, Oui. je voudrais simplement rappeler à tous nos auditeurs qui, bien sûr, pendant ce temps-là, ils peuvent poser leurs questions sur le chat du Zoom que nous prendrons dans une deuxième partie de notre webinaire. Absolument. Ben, merci beaucoup aux deux organisations qui sont à l'origine de cette rencontre à laquelle je participe pour la première fois. Donc, je vais vous présenter effectivement un rapide point de vue sur la perception européenne de cette rivalité. Même si je me focalise sur les questions de sécurité et de défense, je pense qu'il y a un aspect économique déjà à soulever, parce que c'est un petit peu, lorsqu'on fait la comparaison entre ce qu'on appelle parfois cette nouvelle compétition de puissance, voire cette nouvelle bipolarité entre la Chine et les États-Unis, lorsqu'on essaie de la comparer à la guerre froide, à l'ancienne compétition bipolaire, la grande différence qui saute aux yeux, c'est que la dimension économique est tout à fait saillante. C'est-à-dire que pendant la guerre froide, on avait des systèmes économiques largement déconnectés, voire incompatibles, alors qu'aujourd'hui, on a des systèmes économiques qui échangent beaucoup entre eux. Et la conséquence de cela, c'est que l'économie, les échanges économiques sont devenus eux-mêmes un champ de bataille à part entière de cette compétition, ce qui évidemment a des conséquences direct sur l'Europe, parce que même si l'Europe n'est pas nécessairement en première ligne de la confrontation ou des tensions militaires qu'il peut y avoir en mer de Chine du Sud ou autour de Taïwan, eh bien évidemment, dès qu'il s'agit d'usage du champ économique comme d'une arme, d'instrumentalisation des dépendances, d'instrumentalisation des vulnérabilités économiques ou des dépendances asymétriques, évidemment, l'Union européenne, comme acteur économique, acteur commercial très engagé à la fois avec les États-Unis et avec la Chine, et même avec des échanges plus importants avec la Chine qu'avec les États-Unis, mais tout ça, c'est très important. Et l'effet principal que je voudrais mettre en avant, c'est que ça transforme le rapport
de l'Union européenne à l'économie et aux échanges. C'est, je pense, une transformation qui, justement, n'est pas endogène, ne vient pas d'une logique européenne ou d'une évolution des économies européennes. C'est vraiment, en grande partie, un effet de bord de la rivalité États-Unis-Chine. Et je pense à un moment crucial a été la communication de la conjointe de mars 2019, où les institutions européennes, la Commission européenne, le Service européen pour l'action extérieure, ont énoncé ce qui est maintenant une doctrine bien connue en Europe à l'égard de la Chine, l'idée que la Chine était à la fois un partenaire, un compétiteur et un rival systémique. Et c'était une façon de prendre en compte aussi au niveau européen le fait que, les échanges économiques étaient maintenant investis de cette dimension de compétition de puissance. Ça a été pris en compte par de nombreuses politiques. On peut citer le contrôle des investissements, on peut citer aussi la question des instruments anti-coercition. Tout ça dans un contexte où l'économie, de façon générale, devient un champ de bataille, si on pense aussi aux sanctions qui ont été imposées à la Russie. Et puis, un débat qui est plus actuel sur la question du contrôle des exportations, là encore, pour prendre en compte les externalités sécuritaires ou stratégiques que peuvent avoir les échanges économiques. Et pour évidemment un acteur comme l'Union européenne, qui traditionnellement voit l'interdépendance économique comme quelque chose de bénéfique à approfondir, voit l'intégration des marchés comme quelque chose qui est le prolongement de son ADN interne, et bien évidemment, c'est un renversement culturel qui est en grande partie un effet de cette rivalité montante entre les États-Unis et la Chine. Deuxième effet qui est, lui, plus directement militaire, c'est ce que j'appellerais le dilemme des deux théâtres ou la concurrence des deux théâtres, c'est-à-dire que, en particulier dans un contexte où il y a déjà la guerre sur le théâtre européen, où les tensions sont fortes entre les Occidentaux et les Russes, eh bien, on se demande qu'en serait-il s'il y avait en plus un conflit, une crise sur le théâtre est-asiatique autour de Taïwan. Et qu'est-ce que ça aurait pour implication pour les Européens? Et là encore, les implications seraient en grande partie, se développeraient en grande partie par l'intermédiaire des effets sur les États-Unis et la Chine, parce que grosso modo, le point important, c'est que les États-Unis considèrent qu'ils ne sont pas capables, même eux, avec, ça a été rappelé en introduction, une puissance militaire qui à l'échelle mondiale reste dominante, mais même eux ne se considèrent pas capables d'engager un effort intense sur deux théâtres simultanés dans deux régions différentes face à des puissances comme la Russie ou la Chine. Donc ça veut dire qu'il y a des dilemmes, il y a des choix à faire, et que donc si plus la tension augmenteront d'un point de vue militaire en Asie de l'Est, plus ça obligera les Européens et les Américains à se demander ce qu'il en est sur le théâtre européen. Et on va avoir bientôt un sommet de l'OTAN la semaine prochaine, et les Français, mais aussi les Allemands et beaucoup d'Européens parlent de plus en plus du concept de pilier européen au sein de l'Alliance Atlantique, qui est une façon aussi, même si ça n'est pas que ça, mais de tirer les conséquences de cette situation, c'est-à-dire de se dire il faut qu'il y ait au moins une première ligne de défense robuste européenne sur le sol européen, parce que si un jour les États-Unis doivent se concentrer relativement plus sur l'Asie, eh bien il ne faut pas que l'Europe soit vulnérable ou s'effondre du fait de cette évolution. Et le dernier point simplement que je voulais souligner, qui concerne plus directement l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est aussi un point important pour les Européens, c'est aussi un théâtre important pour la stabilité de l'environnement pour les Européens. La conséquence principale que je vois, c'est de transformer à nouveau l'Afrique en un espace contesté du point de vue de la coopération, qu'elle soit économique, diplomatique, politique, militaire. Évidemment, l'exemple le plus évident est celui des forces de Wagner qui coopèrent avec plusieurs États africains qui, dans le même temps, ont décidé de rompre leurs liens avec les Européens et en particulier avec la France. Mais finalement,
maintenant, la Chine s'inscrit aussi dans cette tendance parce qu'il y a aussi une montée en puissance des coopérations techniques, économiques avec la Chine. Ça incite parfois les Américains à regarder aussi le continent africain comme un lieu qui auparavant était beaucoup vu à travers le prisme de la lutte contre le terrorisme, mais aussi de plus en plus, maintenant, c'est la lecture de la compétition de puissance qui prévaut. Et ça, évidemment, ça peut... la difficulté, c'est que des États comme la France ou même comme les États-Unis se posent réellement des questions sur la présence qui peut avoir un sens de leur part en Afrique. Il est clair pour ces puissances, en particulier pour la France, que les modèles du passé ont été très contestés et ne fonctionneront probablement plus de la même façon. Mais il y a quelque chose à réinventer, à la fois pour garder des partenariats et pour continuer à défendre la stabilité régionale en Afrique, tenir compte de cette concurrence des puissances qui se fait avec la Chine et la Russie, sans non plus transformer la Chine en un simple échiquier des grandes puissances, parce qu'il y a des problématiques africaines qui correspondent à des intérêts africains et qui ne sont pas simplement un champ de bataille de puissance extérieure. Voilà les 3 remarques que je voulais faire pour lancer cette discussion. Merci beaucoup, Pierre Roche. Je pense qu'elle est très bien lancée, la discussion. En 1 minute, hein, je me permets une toute petite relance. L'idée, c'est qu'on a 2 puissances en compétition, une qui est menacée, c'est la première, par la deuxième qui monte. Et il y a toute cette théorie quand même qui voudrait, d'une certaine manière, dire qu'on pourrait s'attendre à une confrontation militaire, en fait, quelque chose qui pourrait empêcher la Chine justement de devenir vraiment la première puissance. Est-ce que ça, c'est est-ce que c'est un peu, ce qu'on pense un peu sans être un spécialiste de ces questions, ou est-ce que au niveau européen, c'est une vraie crainte qu'on ait une confrontation militaire à un moment ou à un autre entre ces 2 grandes puissances? Oui, pour répondre très simplement. En gros, il y a une date qui, même si elle est un peu artificielle et un peu symbolique, finit parce qu'elle est considérée par tout le monde par être prise au sérieux. C'est la date de 2027, c'est-à-dire le centenaire de l'armée de libération populaire chinois, le début de la guerre civile en Chine entre les communistes et le gouvernement nationaliste, qui est une date importante pour la modernisation de l'armée chinoise. Et beaucoup de gens l'ont interprété comme une date à laquelle le président Xi Jinping, sans nécessairement avoir pris de décision politique, entendrait avoir au moins l'option sur la table dans ses relations avec les États-Unis, la possibilité de lancer une invasion de Taïwan. La plupart des experts s'accordent aujourd'hui pour dire que les moyens ne sont pas réunis aujourd'hui pour avoir une invasion efficace de Taïwan, mais voilà, dans les années à venir, ça pourrait être le cas. Vous avez rappelé ce rattrapage important. Il y a effectivement des effets structurants qui sont forts. On ne peut pas devenir une superpuissance technologique et économique comme la Chine sans que ça ait des effets in fine sur la puissance militaire. Donc, tôt ou tard, la Chine aura les moyens, en tout cas, d'avoir cette option d'une action violente. Et évidemment, les Américains veulent avoir la possibilité de contrer cette option. Et si les Américains veulent avoir la possibilité de contrer cette option, eh bien, les Européens doivent aussi se préparer au moins à envisager ce que ça aurait comme conséquence chez eux et dans leur voisinage, parce que ça voudrait dire peut-être des Américains moins présents en Europe et dans le voisinage européen. Merci beaucoup, Pierre Roche. Et je vais passer la parole tout de suite à l'ambassadeur Sylvie Berman, qui a à nouveau été à Pékin, à Moscou et à Londres, et forcément qui a aussi beaucoup de choses à partager avec nous sur non seulement la perspective européenne, peut-être en rebondissant au propos de Pierre Roche, mais aussi sur la vision que l'Europe a des relations de la Chine avec les pays africains. Oui, merci beaucoup. Merci de cette invitation. C'est donc la première fois et je trouve que c'est très, très important à l'heure actuelle d'entendre les voix africaines sur l'ensemble de ces dossiers. Donc, la rivalité entre la Chine et les États-Unis n'est pas nouvelle, mais c'est une tendance plutôt de long terme. Mais c'est vrai qu'elle prend une acuité plus grande aujourd'hui
même si l'Ukraine est pour les États-Unis une forme de distraction, puisque leur ennemi principal, c'est la Chine. C'est le FT qui disait que le premier acte de la guerre froide, c'était la décision d'un blocus technologique contre la Chine. Et effectivement, je pense qu'en ce sens, il s'agit véritablement d'une nouvelle guerre froide. Alors, elle est très différente. Pierre Haroche a dit que la différence aujourd'hui, c'était l'irruption de l'économie, alors que l'Union soviétique n'était pas intégrée dans le système mondial. Mais néanmoins, il y a cette guerre technologique et il y a une partie un petit peu idéologique, plus de la part des Américains d'ailleurs que des Chinois, puisque l'idée des Américains, c'est d'une alliance des démocraties contre les autocraties. Le point de départ, c'est quand vous parlez de cette puissance montante et de la crainte, c'est effectivement ce fameux piège de Thucydide qui a été évoqué par Graham Allison et qui correspond à une réalité. Quand Kurt Campbell dit qu'il est hors de question, dit que l'Angleterre a repris le flambeau de la France, que les États-Unis ont repris le flambeau de l'Angleterre et qu'il est hors de question que ce soit le tour de la Chine, ça prend effectivement une dimension beaucoup plus de rivalité, de puissance, effectivement, et pour la compétition à la première place. Alors, où se situe l'Union européenne et l'Afrique, c'est vous qui nous en parlerez mieux là-dedans, mais évidemment, quand vous voulez faire une coalition contre un pays, eh bien, vous essayez d'avoir des alliés. Alors, les alliés recherchés par les États-Unis, c'est en tout premier lieu, bien évidemment, les Européens, et cela d'autant plus qu'avec la guerre en Ukraine, où les Américains sont revenus en Europe alors qu'ils avaient décidé de ne plus intervenir, c'est finalement de toucher les dividendes de leur intervention. Donc, ils nous demanderont de les suivre en Asie si la confrontation prend un tour plus agressif. La question qui se pose, c'est évidemment la réaction des Européens. Et je ne suis pas sûre qu'on puisse parler d'une réaction européenne, parce qu'il y a des divergences au sein des Européens. Vous avez les Européens de l'Est qui avaient avec la Chine un partenariat 17+1 et puis 16+1, ont totalement maintenant basculé du côté des États-Unis. Ils étaient avant plus favorables aux thèses chinoises et aujourd'hui, clairement, pour prix d'une intervention en Ukraine, ils se rallieront aux États-Unis, probablement Hongrie exceptée. Les Européens de l'Ouest ont aussi une vision un petit peu plus large du monde, considérant qu'il n'y a pas que l'Est, mais que les pays du Sud sont également importants et que ce n'est pas nécessairement notre combat. Ça ne veut pas dire qu'il y a équidistance entre la Chine et les États-Unis, mais ce combat pour la première puissance, ce n'est pas nécessairement celui des Européens. Donc, il y a des intérêts européens à défendre également. Nous ne pouvons pas non plus être victimes de sanctions extraterritoriales sans réagir. Il y a eu l'instrument de coercition qui a été évoqué tout à l'heure, qui visait effectivement très largement la Chine, mais même si on ne le dit pas, mais en réalité c'est erga omnes et ça concerne les États-Unis également. Donc, ça sera un sujet très, très difficile si effectivement la confrontation en vient à une phase aiguë. Ce qui n'est pas sûr non plus. Effectivement, les Chinois ne peuvent pas intervenir avant 2027 pour des raisons militaires essentiellement. D'autre part, ils vont attendre de connaître le résultat de la guerre en Ukraine pour la Russie, les conséquences économiques d'une certaine rupture, même si elle peut être temporaire avec les pays de l'Ouest. Mais en tout cas, on sera sommé de réagir. Et parallèlement, ce qu'essaie de faire la Chine aujourd'hui, c'est la différence entre les États-Unis et les Européens, en courtisant d'une certaine manière les Européens. Et c'est très différent de l'attitude de Vladimir Poutine, qui, lui, au contraire,
a décidé qu'il y avait un Occident collectif et que, en fait, les Européens étaient juste les vassaux des Américains. Et toute la discussion sur l'autonomie stratégique de l'Union européenne, qui est souvent évoquée par le président Macron, s'inscrit dans cette perspective. Donc voilà, à titre d'introduction, je peux intervenir plus longuement, mais je constate que les interventions ne sont pas trop longues, donc je laisse la place plutôt aux questions. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur. Juste pour vous aussi, une petite relance. Qu'est-ce que la guerre justement en Ukraine change vraiment à cette compétition sino-américaine? Et au fond, comment est-ce qu'en Europe, on voit la position chinoise sur le conflit en Ukraine? Est-ce qu'on voit une puissance responsable qui ne s'aligne pas et qui essaie même de favoriser la paix? Elle a quand même proposé un plan de paix. Comment est-ce que vous voyez ça? Quel impact cela a sur la perception européenne? Alors, la Chine, en fait, est, je crois, au départ assez embarrassée par cette guerre. Vladimir Poutine avait indiqué à l'ouverture des Jeux Olympiques à Xi Jinping qu'il s'agissait d'une opération militaire spéciale, probablement dans le Donbass, pour réagir à des violations du droit des habitants du Donbass, ce que la Chine a accepté. De toute façon, à l'époque, je pense que même la Russie ne pensait pas qu'il s'agirait d'une véritable guerre longue et de haute intensité. Aujourd'hui, ça perturbe les circuits économiques et par ailleurs, ça affaiblit le principal partenaire de la Russie. Je suis désolée, j'ai un chat qui est particulièrement agité aujourd'hui. Le principal partenaire donc contre les États-Unis. Ce qui s'est passé, et moi j'en ai été témoin quand j'étais en Russie, c'est une évolution des rapports entre les deux pays. Avant, il y avait une certaine méfiance, mais à cause de l'hostilité américaine, les deux pays se sont véritablement rapprochés sans qu'il s'agisse d'une alliance. Et donc, la Chine est prudente parce qu'elle ne veut pas fournir d'armes, mais en même temps, elle ne condamne pas non plus la Russie. Bon, il y a effectivement une petite alerte rouge sur l'utilisation du nucléaire, militaire comme civil. On l'a vu hier avec le chantage sur la centrale de Zaporizhzhia. Et par ailleurs, le plan de paix n'est pas un véritable plan de paix, c'est un plan qui contient un certain nombre de principes. Et d'ailleurs, il n'a pas été rejeté par Volodymyr Zelensky parce qu'il est conscient du poids de la Chine sur la scène internationale. Et la Chine jouera effectivement un rôle à un moment donné sur le sujet. Mais elle ne va pas lâcher non plus totalement la Russie, parce qu'il y a un principe en relations internationales, c'est que l'ennemi de mon ennemi est mon ami, et dans la mesure où les États-Unis sont hostiles à l'un comme à l'autre, et cela même avant la guerre en Ukraine, eh bien, ça les a rapprochés. Mais elle sait que c'est une grande puissance, qu'elle est prête à jouer effectivement un rôle, et elle se présente en puissance neutre, ce qu'elle n'est pas totalement. Mais Zelensky n'a pas rejeté non plus, parce qu'il connaît le poids de la Chine, et la Chine peut être utile un jour, y compris pour des garanties de sécurité. Merci beaucoup. Je suis sûr qu'on y reviendra aussi dans les questions tout à l'heure des participants. Alors, je vais passer la parole maintenant à Folashade Soulé, qui est un peu la voix africaine. Au lieu de deux, on en a une, mais une voix africaine forte sur cette question. Et Folashade, je pense, a en particulier aussi travaillé sur les négociations entre les pays africains et la Chine de manière assez approfondie. Et je pense que ce serait intéressant aussi, justement, de l'écouter peut-être aussi sur un volet plus économique. Merci beaucoup, Gilles. Merci à vous
les deux institutions qui organisent ce webinaire et qui permettent ainsi de donner une plateforme pour avoir des regards croisés sur un sujet qui est vraiment d'actualité. Donc, peut-être sur les implications économiques pour l'Afrique de cette rivalité sino-américaine, je dirais que, et plutôt en complément de ce qui a déjà été dit, que la percée économique de la Chine en Afrique a fini par créer un sursaut aux États-Unis. Je dis bien a fini par créer parce qu'on est passé d'une logique où il y avait un discours particulièrement offensif lors des visites des secrétaires d'État américains, qu'ils soient démocrates ou républicains. Il y a vraiment une ligne bipartisane sur cette question. Donc, un discours qui était particulièrement offensif vis-à-vis des relations entretenues par les gouvernements africains avec la Chine. On est passé de cela à une posture qui est aujourd'hui beaucoup plus pragmatique sous l'actuel gouvernement. Le discours d'avant était aussi perçu comme très condescendant et paternaliste par les gouvernants africains, car il sous-entendait qu'ils n'étaient pas vraiment en mesure de bien choisir leurs partenaires selon leurs objectifs, et que la Chine, qui était qui est le premier partenaire commercial, d'un point de vue bilatéral, avec beaucoup de pays africains, que les pays africains n'étaient pas en mesure de savoir par eux-mêmes choisir leur partenariat. Ce narratif américain n'était pas non plus très efficace, car il n'a pas empêché les gouvernements africains de poursuivre leur stratégie de diversification des partenaires, notamment économique, mais aussi sécuritaire avec la Chine, et au-delà aussi avec la Russie, également la Turquie. Alors, l'engagement de la Chine aujourd'hui en Afrique, il va bien au-delà d'un engagement économique. Quand on parle avec les différents, dans le cadre de mes recherches avec des différents décideurs africains, ils parlent souvent d'un partenaire hyperactif, c'est-à-dire qui est présent c'est vraiment multisectoriel en termes d'engagement. La sécurité, la technologie, l'agriculture, la santé, l'environnement, etc., les médias, les relations politiques aussi. Il y a des relations entre le Parti politique africain et le Parti communiste chinois. Et cette offre de la Chine aujourd'hui, elle est considérée comme plus intégrée et donc représente une compétition beaucoup plus inquiétante pour les États-Unis sur le long terme en Afrique, mais également à l'échelle mondiale. Donc, on parle vraiment aussi en Afrique de la Chine comme d'un rival systémique. Alors, pour l'Afrique, quelles sont les implications? J'en vois trois essentiellement. À la fois en termes d'opportunités et de risques. D'une part, il y a celle d'une diversification de l'offre économique, ce qui est une opportunité. Dans un deuxième temps, une augmentation des logiques à somme nulle. Et je reviendrai là-dessus parce que ça, c'est plutôt un risque. Et enfin, une troisième implication qui est plutôt pour les partenaires africains, les gouvernements africains, la nécessité de définir en interne de meilleures stratégies d'adaptation face à ces rivalités et au-delà des stratégies d'engagement plus cohérentes pour gérer en fait ces relations multiples et ces rivalités. Donc, au niveau de la première implication pour l'Afrique, c'est celle donc d'une diversification de l'offre économique. On l'a vu avec la nouvelle stratégie américaine pour l'Afrique qui a été amorcée par la tournée de Blinken en 2021, qui se démarque à plusieurs niveaux des anciennes, bien qu'elle n'occulte pas cette rivalité avec la Chine. Donc, on parle désormais d'un partenariat entre les États-Unis et l'Afrique, un rapprochement, une coordination renforcée avec les institutions régionales comme l'Union africaine, mais également des projets où le secteur privé américain sera beaucoup plus impliqué. Voilà, cela, on va un peu plus loin que ce qui était fait auparavant, ou bien qu'il y avait un engagement économique. Le focus était beaucoup plus porté sur les questions sécuritaires, mais aussi l'aide humanitaire. Là, il y a certaines initiatives comme la ZLECA, l'espace de libre-échange africain, qui ont aussi reçu un soutien plus important. Donc ça, c'est important à noter que cette nouvelle stratégie se démarque des précédentes parce que
elle prend aussi davantage en compte les priorités africaines, ce qui offre du coup plus d'options en matière de partenariat pour les pays africains. Il reste bien sûr à voir dans les faits comment ceci va évoluer. Le système américain étant fait interne, étant fait de telle manière qu'il faut faire passer un certain nombre de lois, ce qui ralentit certaines choses, ce qui est moins le cas dans le système politique chinois où les lois passent je dirais, de manière plus centrale. Mais il faut savoir que les produits africains, ils représentent à ce jour qu'un très faible pourcentage des importations américaines. Donc là, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Au niveau, je dirais, de la deuxième implication, c'est les risques des logiques et jeux à somme nulle, c'est-à-dire où les partenaires africains seraient amenés à devoir choisir en fonction de toutes ces considérations géopolitiques qui ont été évoquées aussi par les autres panélistes. Il y a davantage d'options sur la table. Ce sont à la fois des opportunités et des risques. Et cela, je vais juste donner deux exemples. Le premier, c'est le secteur des minéraux stratégiques, par exemple. Des pays comme la RDC et la Zambie se font beaucoup courtiser à la fois par les États-Unis, la Chine, mais également les pays européens. Ce sont des grands producteurs de cobalt, de lithium, etc. Et des pays comme les États-Unis dépendent des importations pour 31 des 35 minéraux qui ont été désignés comme stratégiques par le ministère de l'Intérieur américain. Les États-Unis n'ont pas de production nationale sur certains de ces minéraux et dépendent essentiellement des importations. Or, la Chine domine la production et même la chaîne de logistique et de valeur de production de 16 de ces 35 minéraux critiques. Donc, pour les pays africains, il y a ce besoin de ne pas se retrouver au centre de tous ces enjeux géopolitiques et ces rivalités notamment, et d'éviter ces logiques à somme nulle où ils choisiraient un partenaire à la place de l'autre pour des considérations plus politiques. Un autre exemple, c'est celui du numérique, notamment les restrictions auxquelles plusieurs gouvernements africains, mais aussi de plus en plus des entreprises africaines dans le secteur privé, qui font face à des restrictions car ils ne peuvent pas candidater à un certain nombre de subventions américaines spécifiques dans ce secteur-là, celles provenant de USAID par exemple, s'ils envisagent d'utiliser la technologie chinoise, en raison donc de cette politique du découplage technologie qui est progressivement mise en place par l'administration américaine. Et ces mesures sont donc peuvent être des freins pour les pays africains, pour les acteurs africains, publics comme privés, dans la mesure où c'est perçu comme des mesures qui sont prises par l'administration américaine pour contrer la Chine en Afrique, certes, mais qui vont aussi à l'encontre des objectifs de diversification des partenaires qui sont mis en place par les pays africains. Et la troisième implication, et la dernière, je conclurai dessus, c'est cette nécessité pour les pays africains de définir aussi une stratégie plus claire en interne. Il y a des bénéfices, comme je l'ai dit, pour le développement des économies africaines, mais il faut que les États africains soient aussi un peu plus sélectifs et s'engagent selon une stratégie préalablement définie. Alors, il y en a qui le font mieux que d'autres. Quand on voit des pays comme l'Éthiopie, par exemple, ou même le Sénégal, dans une certaine mesure, qui ont des stratégies internes de choix des partenaires qui est plutôt bien cadré, prédéfini. C'est important que cela se fasse davantage, notamment pour mieux négocier aussi ces différents partenariats et aussi la nécessité de mobiliser davantage une expertise, qu'elle soit interne ou externe, mais adéquate pour gérer au mieux toutes ces différentes offres. Donc, je pense que de fait, si elle est bien négociée, toutes ces rivalités, permettront de tirer l'offre, je dirais, vers le haut et permettre aux pays africains d'en tirer davantage de bénéfices, tant au niveau
économique que sociale. Et juste pour conclure, parce qu'on a beaucoup parlé des pays africains, des gouvernements, des acteurs étatiques, il est aussi important de regarder du point de vue des populations et des différentes enquêtes au niveau des opinions publiques qui ont été menées. Et je voudrais juste citer pour conclure l'Institut panafricain Afrobaromètre qui a mis en place qui est mis en place depuis bien longtemps. Ils sont basés à Accra, mais ils ont des partenaires et des bureaux un peu partout. Et donc, le dernier sondage qui a été mené dans 34 pays a demandé, entre autres, aux différents sondés, quelle est leur perception en fait, du rôle des États-Unis et du rôle de la Chine dans leur pays. Et cela a démontré que 63% des sondés considèrent que l'influence de la Chine en Afrique est positive et 60% considèrent que les États-Unis aussi ont une influence positive. Ce qui suggère que la rivalité sino-américaine ne constitue peut-être pas un dilemme tant que ça pour les citoyens africains du fait de leur... en termes de perception, mais qu'il la voit aussi comme peut-être une situation gagnant-gagnant. Donc, il appartient vraiment, je dirais, au gouvernement africain d'utiliser les avantages que peuvent présenter ces rivalités également. Et je conclurai là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Falashade Soulé, pour une très riche perspective également, et je crois que vous avez couvert beaucoup de terrain et on retient très clairement quand même une perception justement plutôt d'une rivalité qui offre des possibilités, qui diversifie finalement les possibilités de partenariat pour les pays africains, et on voit bien effectivement une petite différence dans cette perception africaine. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous relancer, sachant qu'on a déjà beaucoup de questions qui apparaissent. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Sébastien Maillard qui va donc essayer, à qui je souhaite bonne chance pour gérer toutes les questions qui viennent déjà. Sébastien. Merci Gilles et merci à notre intervenant pour leur exposé sur cette rivalité sino-américaine et ses effets économiques, militaires et globalement géopolitiques sur nos deux continents. On voit effectivement des effets contrastés. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié aussi vos propos aussi tout en nuance sur justement ces effets en cours. Peut-être pour démarrer, puisqu'on a eu plusieurs questions qui sont tombées pendant ces interventions. Une première pour Pierre Haroche, qui est une question en fait très européenne. Est-ce que cette rivalité sino-américaine va conduire, et vous y avez en quelque sorte fait allusion, est-ce qu'elle va conduire l'Union européenne à prendre en charge davantage sa défense? Est-ce que la rivalité sino-américaine peut être ce qui va déclencher l'Europe de la défense? Vous avez évoqué le pilier européen de l'OTAN. Peut-être l'occasion de dire plus précisément ce que c'est ça, en fait, finalement, concrètement, ce que ça peut signifier. D'accord, merci beaucoup pour cette question. Oui, je dirais que ce n'est pas uniquement la rivalité Chine-États-Unis, c'est aussi le fait que dans le même temps, il y a un conflit avec la Russie. Donc l'alliance des deux, c'est plutôt la conflictualité sur les deux théâtres qui fait que du coup, ça rend intéressant à la fois pour les Européens et pour les Américains d'autonomiser un petit peu les Européens et de leur donner une capacité. Grosso modo, le pilier européen de l'OTAN, c'est une expression qui pour l'instant est un petit peu ouverte, hein. Ça ne désigne pas quelque chose de très institutionnalisé, mais tel que je le comprends, ça signifie que au cas où les États-Unis seraient incités à regarder plus vers le côté de l'Asie de l'Est, à focaliser leur attention, leurs efforts, leurs investissements et leur matériel militaire sur le théâtre est-asiatique, eh bien, il faudrait que les Européens aient à la fois, d'un point de vue militaire, avec une première ligne de défense solide sur le flanc est de l'Europe, mais aussi d'un point de vue industriel, avec un tissu industriel de défense solide et capable de produire de façon rapide et massive, les moyens de continuer à assurer la défense de l'Europe. Donc c'est ça un peu l'idée du pilier européen. Et voilà,
d'une certaine manière, je pense que pour l'Europe, c'est un peu un décentrement productif, d'une certaine manière. Parce que par rapport à la guerre froide, on a fait une comparaison avec la guerre froide tout à l'heure, j'en verrai une autre. La guerre froide était finalement très eurocentrée. Hein. Pour les États-Unis et l'Union soviétique, même si évidemment la guerre froide avait lieu sur tous les continents, y compris le continent africain, malgré tout, pour les États-Unis et l'Union soviétique, c'était l'Europe le cœur de la compétition, c'était Berlin l'épicentre de leur confrontation. Ce n'est pas le cas pour la compétition Chine-États-Unis, dans laquelle l'Europe a un rôle qui va de plus en plus clairement se révéler secondaire par rapport à l'Asie, qui économiquement et militairement est plus centrale. Donc ça aussi, c'est quelque chose que les Européens, d'une certaine manière, doivent apprendre. Ils ont appris depuis longtemps maintenant à ne plus être le centre du monde, au sens les plus puissants du monde, ça c'est acquis, mais il faut aussi apprendre à ne plus être le principal champ de bataille pour les grandes puissances. Et du coup, c'est un décentrement productif dans le sens où ça peut aussi les inciter à prendre des responsabilités qu'ils ne prenaient pas forcément avant, puisqu'ils se reposaient finalement sur les grandes puissances comme les États-Unis. Donc voilà, je pense que oui, ça peut avoir cet effet important. Merci beaucoup, Pierre. Je voudrais avancer avec une autre question, cette fois-ci plus africaine, et en me tournant à la fois vers Foda Chadé-Soulé, mais peut-être aussi que Sylvie Berman voudra répondre, puisque Pierre évoquait la guerre en Ukraine, et on sait effectivement que elle est bien sûr, on en a fait un webinaire précédemment dans ce cadre, elle concerne nos deux continents. On a vu récemment une délégation africaine à Moscou. Quelle en fait peut être la place de l'Afrique dans la résolution de ce conflit? Est-ce que les dirigeants africains peuvent jouer un rôle pour aider à la paix en Ukraine? Je ne sais pas si donc Mme Soulé, vous voulez répondre, et Sylvie Berman, qui était, je rappelle, en poste à Moscou avant, on peut voir quelle peut être l'influence africaine dans cette affaire. Je pourrais dire quelques éléments brièvement à ce sujet. Je pense que déjà, tout comme l'Europe, les États-Unis, l'Asie, l'Afrique est particulièrement touchée aussi par cette guerre, peut-être davantage d'un point de vue économique. Je crois que cela a été évoqué à plusieurs égards, la question, les questions davantage de sécurité alimentaire notamment. Et donc, à cet égard-là, je crois que les pays africains se sont rendus compte qu'au-delà de leur posture qui varie entre, je dirais, multi-alignement et non-alignement sur ces questions au sein des instances onusiennes, notamment les différents votes au Conseil, à l'Assemblée générale des Nations unies, je pense qu'il y a de plus en plus une sorte de prise de conscience qu'il faut jouer aussi un rôle qui est celui d'un positionnement aussi plus clair et je pense que cette délégation aussi qui a été envoyée, qui s'est constituée, en est une des étapes. Je pense que ce n'est pas la première fois que des acteurs africains, je pense notamment au président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, qui s'était déjà rendu auprès des différents protagonistes pour intervenir et essayer d'apporter un certain nombre de solutions, enfin de propositions. Alors maintenant, concrètement, est-ce que cela va permettre je dirais, d'apporter des solutions pérennes? Ça, on ne peut pas le dire à ce stade. Je pense que c'est l'association d'un ensemble d'initiatives qui pourra davantage permettre d'apporter une fin à cette guerre. Mais là encore, je dirais d'un point de vue du rôle de l'Afrique dans les relations internationales, je pense qu'il y a une démarche qui est quand même, cela signale une démarche qui est plus proactive qu'on ne le pensait, et ça, je pense quand même qu'il faudrait, c'est quelque chose qui mérite d'être souligné et d'être observé au niveau de ces futurs développements. Merci pour cette première réponse. Sylvie Berman, si vous voulez peut-être compléter de votre côté.
en mettant votre micro, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien vous entendre. Voilà. Oui, en réalité, l'Afrique est aujourd'hui courtisée, alors pas seulement par les Américains qui ont changé un petit peu de méthode, mais également par la Russie, et cela depuis longtemps, parce qu'il y a une vraie politique axée sur la multipolarité, qui a conduit d'ailleurs 43 chefs d'État et de gouvernement africains à se rendre à Sochi en octobre 2019. Et d'après les ambassadeurs africains sur place, ça a été un grand succès parce que la Russie était effectivement très populaire. C'est aussi en Afrique, c'est aussi la raison des votes aujourd'hui au Conseil de sécurité. Donc, Poutine aussi cultive les Africains. C'est la raison pour laquelle il y a eu un accord sur les exportations de céréales, pas du tout pour complaire aux Européens qui demandaient, pas du tout également pour aider les Ukrainiens, mais bien parce que c'était une demande qui émanait du président de l'Union africaine. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, l'Afrique a un rôle à jouer. Maintenant, en termes de paix, personne n'a la recette aujourd'hui. Les Chinois ont fait des propositions, les Africains ont fait des propositions, les Indonésiens également. À un moment, le pape en avait fait également. On n'en est pas encore là, mais je pense qu'il faudra à un moment que tout le monde puisse jouer son rôle. Pierre Haroche disait tout à l'heure que maintenant, les Européens ont compris qu'ils n'étaient pas le centre du monde. Je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit entièrement compris, parce qu'on a toujours tendance à dire aux différents pays ce qu'ils doivent faire. On a toujours tendance quand même à donner des leçons de démocratie, de droits de l'homme. Alors, je ne sais pas d'ailleurs comment c'est perçu en Afrique, parce que là, le sujet, c'est regard croisé sur la rivalité États-Unis-Chine, mais quel est aussi le regard des Africains aujourd'hui sur les positions européennes et sur les demandes européennes de soutien à leur position en ce qui concerne l'Ukraine? Parce que c'est très clairement ce que font les Européens pendant que Sergueï Lavrov se rend dans un certain nombre de capitales africaines, y compris à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine. Donc, je serais intéressée d'avoir cette réponse et de savoir d'ailleurs s'il y a des divergences entre Africains là-dessus. On pourra effectivement y revenir dans le débat. Je voudrais rester avec vous, Sylvie, pour une autre question là, qui vraiment a trait sur cette rivalité sud-américaine en ce qui concerne les relations entre la Chine et l'Afrique. Un auditeur nous demande quelles sont en fait les relations privilégiées que le Parti communiste chinois a avec certains partis politiques africains. Est-ce que vous... Alors, écoutez, à une époque, c'était très important, toute la diplomatie du Parti communiste. Je ne suis pas sûre qu'elle le soit autant. Elle est d'ailleurs relativement secrète aujourd'hui. Elle est surtout importante avec des pays comme la Corée du Nord, qui restent d'obédience communiste. Je crois que l'approche chinoise a été essentiellement pragmatique, en commençant par l'économie, par les routes de la soie, par des infrastructures, à tel point qu'aujourd'hui, c'est l'Europe qui est amenée à copier la Chine avec le programme Portail Global. Donc, je pense que voilà, c'est plutôt dans cette perspective que cela s'inscrit. Le Global Gateway, comme on dit en Global Gateway, oui. En bon français. Mais là, alors moi, c'est un témoignage. J'étais en Chine il y a encore un certain temps. C'était les premières réunions du FOCAC, c'était les premiers investissements chinois. Mes homologues africains m'ont dit, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même si les Chinois sont venus en Afrique, parce que vous refusiez effectivement la construction d'infrastructures dont nous avions besoin, et vous êtes désintéressés de l'Afrique. Et donc, alors je sais que la politique chinoise en Afrique, dans la mesure où les Chinois ne connaissaient pas bien l'Afrique, ont eu des effets négatifs,
Mais ce qu'il me disait, c'est qu'il y a eu des effets positifs aussi, dans la mesure où ça a permis le désenclavement de l'Afrique et un début de croissance. Merci. Justement, pour rester sur ce registre, la relation de la Chine avec l'Afrique, mais aussi dans le contexte de cette rivalité sino-américaine, une question pour vous, Foda Chaudé-Soulé, que nous pose un auditeur. Comment est-ce que vous compareriez la manière dont les États-Unis et les Chinois s'y prennent pour séduire les pays africains à lire cet auditeur, les États-Unis utiliseraient plus davantage la menace et des sanctions, et les Chinois seraient davantage utiliser la séduction. Comment est-ce que vous verriez la manière dont les deux puissances s'y prennent? C'est ce que j'ai un peu dit dans mon introduction, hein, c'est-à-dire qu'en effet, déjà, il y a une évolution, hein, il y a un changement de registre. Les États-Unis, je dirais, surtout avant l'actuel gouvernement en place, sous l'actuelle présidence, la rhétorique et le narratif étaient en effet très agressifs. C'est-à-dire que dans les discours, lorsque les différents secrétaires d'État, que ce soit Hillary Clinton, que ce soit les républicains, quand ils venaient en Afrique, c'était pour donner des leçons. Et c'était une manière très agressive, hein, c'est-à-dire il ne faut pas, faites attention à la Chine, elle vient piller vos ressources, faites attention à la Chine, voilà, il n'apporte pas le développement à l'Afrique, vous faites une erreur en établissant autant de partenariats avec eux. Le programme des routes de la soie est un programme néfaste pour les économies africaines. On était vraiment dans une logique de donneur de leçons, une logique très paternaliste, une logique qui n'avait pas sa place et surtout, comme je le dis, au-delà même de la rhétorique, qui n'était juste pas efficace parce qu'elle n'a pas permis le ralentissement de ces relations. Au contraire, on a assisté à une densification de ces relations-là. Dans le sens contraire, la Chine vient avec une approche, une rhétorique qui est, elle est à la fois pragmatique, mais elle est aussi beaucoup plus liée, elle est plus fine, j'ai presque envie de dire, dans le sens où elle touche à certains ressorts du passé. Il y a aussi la construction d'un discours autour du nouveau partenariat qui serait différent des anciennes puissances coloniales. Il y a tout un ensemble de mots bien choisis qui sont entendus, j'ai envie de dire, qui sont entendus par les parties africaines, mais surtout, au-delà même du narratif, qui sont suivis concrètement d'un ensemble de projets, que ce soit surtout dans le domaine des infrastructures. Et là, je suis d'accord avec l'ambassadeur Sylvie Berman, lorsqu'elle évoque cette question des infrastructures. C'est vrai qu'il y a une réelle perception auprès des gouvernements africains que la question des infrastructures, qui est prioritaire dans le sens où établie, concrètement écrite dans les plans nationaux de développement, a été davantage prise en compte par les Chinois, et davantage financée par les Chinois que par les acteurs européens. Cela ne signifie pas que les Européens n'ont jamais financé, ou les Américains n'ont jamais financé d'infrastructures. C'est juste qu'à un moment donné, surtout à partir des années 2000, il y a eu un changement dans l'aide au développement, dans l'approche, et cela pose des questions plus larges aussi de qu'est-ce que le développement en fait. Qu'est-ce que le développement économique en Chine? Les infrastructures conduisent au développement. Ça, c'est dans l'approche chinoise. Les projets qui ont eu davantage de priorité chez les partenaires européens et américains portaient davantage sur la gouvernance, les droits de l'homme, la santé, qui sont aussi importantes, mais qui étaient peut-être moins prioritaires. Donc, oui, voilà, pour résumer, c'est un peu cette approche différente entre partenaires. Merci, Mme Soulé. Une question toujours pour vous et un peu en parallèle à celle que j'ai posée à Pierre Haroche sur est-ce que cette rivalité sino-américaine poussait davantage d'intégration européenne sur le plan de la défense. Question qui nous est posée. Est-ce que cette rivalité sino-américaine, elle peut
contribuer à renforcer l'Union africaine à peser davantage comme une force géopolitique, ou est-ce que en fait ça fait plutôt diviser les pays africains? Je dirais tout dépend. Tout dépend, je dirais, de l'approche qui est mise. Pour le moment, il faut savoir que la Chine privilégie les relations bilatérales avec les pays africains. Il y a aussi des relations avec les institutions sous-régionales et continentales comme l'Union africaine, mais le partenariat, il est davantage bilatéral. Et cela, on le constate de manière transversale, que ce soit dans le secteur du numérique, enfin, de tous les différents projets, même je dirais, au niveau économique. À ce niveau-là, pour les pays africains, la question, c'est qu'ils négocient souvent avec les mêmes partenaires. Donc, ils ont tout intérêt à former davantage des coalitions, à s'aligner, à avoir une position commune plus forte et à briser un peu ce cycle, j'ai envie de dire, de la bilatéralité permanente. Et ça, je pense qu'il y a davantage, on le voit, en tout cas, moi, dans mes recherches, lorsque lorsque les pays africains discutent davantage entre eux sur des stratégies à adopter face à la Chine, ou échangent sur les bonnes pratiques, mais aussi les mauvaises pratiques, c'est-à-dire les erreurs qui ont été commises sur certains projets, cela a davantage d'effets positifs que de maintenir ces relations directes avec la Chine pour chaque pays. J'ai une question pour les trois panélistes, une question effectivement qui est peut-être peut-être la plus fondamentale finalement dans cette affaire de rivalité entre blocs. Et Pierre Haroche parlait au début de la bipolarité qu'on voit à l'œuvre dans le monde. Est-ce que finalement cette rivalité sino-américaine, elle peut arriver à faire émerger un troisième bloc qui serait justement un bloc euro-africain? Est-ce que cette notion a du sens, ou est-ce que c'est une théorie, une vue de l'esprit un peu pieux? Comment vous voyez la réalité ou pas d'un troisième bloc émerger dans cette bipolarité sous l'effet de cette rivalité? Peut-être en commençant par Pierre Haroche, je sais que c'est peut-être la question plus redoutable, mais c'est quand même une question géostratégique. Oui, merci beaucoup. Alors, troisième bloc, avant de parler de questions euro-africaines, troisième bloc, je ne pense pas. Je pense que les relations entre les États-Unis et l'Europe en termes de sécurité sont très profondes, que même si Sylvie Berman l'a dit, les Européens n'ont pas nécessairement exactement les mêmes intérêts que les Américains sur tous les points. Ils partagent quand même avec les États-Unis l'essentiel de leur position à l'égard de la sécurité en Asie, c'est-à-dire qu'un changement violent du statu quo n'est pas souhaitable. Et ça, c'est un point important. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'on soit dans une logique en Europe de non-alignement ou de troisième bloc. Que d'ailleurs, je pense que ce serait illusoire de la part des acteurs comme la Russie ou la Chine, qui de toute façon mettre les Européens et les Américains dans le même camp, et même s'ils peuvent parfois essayer de mettre de diviser, ne pense pas qu'on nous considère comme des alliés. Donc ça, je ne pense pas. En revanche, des partenariats entre l'Europe et l'Afrique, je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit sur les organisations régionales et sous-régionales. Je pense que ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est, en particulier pour l'Union européenne, quelque chose qui est tout à fait dans son ADN, c'est-à-dire de discuter pas simplement avec les États extérieurs, mais aussi avec les organisations régionales extérieures en Afrique et ailleurs. Et je pense que pour maintenir un partenariat important avec l'Afrique, tout en proposant une offre qui se démarque de celle que peut proposer la Chine par ailleurs, eh bien, une identité à mettre en avant pour les partenariats européens, ça peut être justement le fait de mettre en avant cet aspect multilatéral, cet encouragement, que ce soit économique, mais aussi en matière de sécurité. L'Union européenne l'a souvent fait, y compris pour les opérations de maintien de la paix de l'Union africaine, qu'il y a à parler, et c'est quelque chose que les Européens cherchent à faire aussi dans d'autres régions. On peut parler de l'ASEAN en Asie,
à parler avec une région aussi, donc pas de rentrer dans cette logique bilatérale qui parfois est problématique. Merci. En effet, d'ailleurs, je rebondirai en rappelant que, puisque Fola Soulé disait que la Chine avec l'Afrique avait d'abord avant tout privilégié des relations bilatérales entre chaque pays, c'est exactement la même chose aussi en Europe, où Pékin préfère des relations avec chacun de nous plutôt qu'avec l'Union européenne. Et on a vu d'ailleurs le président Macron essayer de contourner ça lui-même en se rendant à Pékin avec la présidente de la Commission européenne et pour montrer que, essayer de signifier que l'Europe est parlée comme un tout. Et d'ailleurs, nous avons avec Gilles fait notre premier webinaire entre Wati et l'Institut Jacques Delors était à l'occasion d'un sommet Union européenne, Union africaine. Donc, effectivement, c'est bien peut-être une des caractéristiques de nos deux continents d'avoir un dialogue à ce niveau-là. La même question sur cette idée ou pas d'un troisième bloc, si elle fait sens, à Sylvie Berman et puis ensuite à Fola Soulé. Et ensuite, je laisserai Gilles Yabi poser lui sa propre question. Vous entend. Très bien. Je ne crois pas à un troisième bloc franco-africain parce qu'il y a trop de divergences. Et puis, on le voit aujourd'hui, l'Europe, en tout cas certains pays européens, subissent le même ressentiment de la part de certains pays africains que les États-Unis. C'est même parfois beaucoup plus fort, comme on l'a vu en particulier en République centrafricaine, au Mali et au Burkina Faso. Donc, je vois mal, effectivement, un troisième bloc. En revanche, je pense que l'Union européenne doit avoir une identité forte dans la relation entre les États-Unis et la Chine et dans ses relations avec l'Afrique. Je pense qu'on a commis des erreurs parce que les Américains peuvent être donneurs de leçons. Nous avons été donneurs de leçons aussi. Nous ne sommes pas toujours les plus subtils non plus. Et je pense qu'il faut adopter une autre stratégie prenant davantage en considération les préoccupations des Européens. Parce que si on peut condamner la politique d'agression de Vladimir Poutine et un certain nombre de théories russes, il n'empêche que l'idée de multipolarité dans le contexte, malgré tout, de la rivalité entre les États-Unis et la Chine fait sens. C'est-à-dire que personne n'a envie qu'on lui dicte ses positions. Et donc, je pense qu'il faut avoir pour l'Europe une nouvelle politique africaine, aussi bien au niveau des institutions que bilatéralement au niveau des États. Sinon, on va aboutir à des relations extrêmement tendues et à une compétition sur place menée par la Chine ou les États-Unis, par la Russie aussi, comme on a pu le voir pour les votes aux Nations Unies. Il y a un autre enjeu aux Nations Unies, c'est les votes à la tête des agences ou dans différents comités, comme celui des droits de l'homme. Et aujourd'hui, autrefois, on cherchait une clientèle, entre guillemets, africaine, qui votait très facilement pour la France. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'ils votent effectivement pour des candidats chinois, pour des candidats éventuellement, en tout cas dans l'avenir, russes. Et ce n'est pas en leur disant ils représentent l'empire du mal, il ne faut pas voter pour eux ou leur politique n'est pas bonne, que ça marchera. C'est en ayant un véritable partenariat entre les pays africains et les pays européens. Merci. Donc, on voit bien effectivement le troisième bloc est plutôt un mythe ou une fausse bonne piste, en tout cas pas du tout une réalité géopolitique. Fola Soulé, votre opinion là-dessus? Oui, je pense pareil. Je pense que cette idée de troisième bloc n'est pas, en tout cas, n'est clairement pas pour aujourd'hui. Ce qu'on constate surtout lorsqu'on regarde les différentes postures et positions des pays africains sur ces différents sujets, on voit vraiment qu'il y a, j'ai presque envie de dire, une relation décomplexée
décomplexée dans le sens où la plupart de ces pays agissent vraiment en fonction de leurs intérêts. Donc, il y a une forme de pragmatisme et qui consiste à choisir en fonction donc, du partenaire, en fonction aussi je dirais, c'est-à-dire on a beaucoup parlé de non-alignement comme une forme de neutralité, alors que quand on regarde historiquement, le non-alignement n'était pas une neutralité dogmatique. C'était plutôt une manière de ne pas s'aligner sur un bloc ou un autre et de choisir en fonction de ses intérêts. Et je pense que c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Donc, oui, il faut un partenariat qui soit beaucoup plus clair, qui soit beaucoup plus efficace et qui soit, et là quand je parle de partenariat, c'est entre l'Europe et l'Afrique, qui soit beaucoup plus efficace et qui soit aussi beaucoup plus tangible. Qui soit plus tangible et qui aille au-delà des discours, non pas qu'il n'y ait pas eu de tangibilité, mais il y en a, je dirais, à l'heure actuelle, du point de vue, enfin, du point de vue des différents acteurs africains, il y a davantage de tangibilité au niveau de l'offre chinoise, par exemple, au niveau de l'offre européenne. Et ça, il faut en tenir compte. Merci beaucoup pour d'insister sur cette question, puisqu'elle était beaucoup présente dans le chat et notamment dans les commentaires aussi. Beaucoup de nos auditeurs poussent et incitent aux deux continents à davantage coopérer devant cette rivalité. Gilles, je voudrais aussi t'inviter toi-même à poser aussi ta question à nos invités. Merci Sébastien. Oui, effectivement, alors deux questions rapidement. La première, un peu sur la question idéologique. Je crois que finalement, on a assez peu parlé de démocratie et de de ce discours américain en particulier des États-Unis qui consiste à dire, on fait vraiment la vraie question, c'est un peu coalition des démocraties face aux autres. Et j'aimerais bien avoir l'avis de nos invités sur la place justement de cette dimension. Est-ce qu'en Europe, finalement, on estime que ce n'est pas la bonne approche et donc on s'éloigne de l'approche des États-Unis qui consiste à mettre en avant les questions de démocratie pour espérer embarquer, disons, plus d'alliés africains du côté de l'Occident. Côté africain, je pose la même question à Fola Chadé, parce qu'au fond, elle me turlupine aussi un peu. Est-ce que c'est quand même une question à écarter totalement dans le choix des partenaires? Est-ce que c'est exactement la même chose de coopérer avec la Chine qu'avec les États-Unis ou avec l'Europe dans tous les domaines, sans tenir compte du tout des différences du système politique entre ces deux blocs? Et je pense que ce serait intéressant de vous entendre là-dessus. Et la deuxième question très courte, pour l'ambassadeur Sylvie Berman, qui a été ambassadeur à Londres également. Quelles sont les différences aujourd'hui en Europe entre Londres, Paris et peut-être Berlin en particulier sur cette question de la rivalité sino-américaine? Est-ce qu'il y a des différences très importantes et qu'est-ce que ça implique en fait pour le positionnement européen? Merci beaucoup. Merci. Gilles, je vais peut-être d'ailleurs justement demander à Sylvie Berman de répondre à la deuxième question et puis d'enchaîner avec la question démocratique que soulève Gilles très justement dans cette rivalité. Est-ce qu'elle compte ou est-ce qu'elle ne compte plus? Et après, je demanderai à Pierre aussi de répondre là-dessus. Et enfin, donc, Fola Chadé-Soulé. Oui, je crois que sur les positions respectives de Paris, Berlin et Londres, il y a nécessairement des différences. Londres, surtout après le Brexit, a quand même fait le choix d'un alignement sur les États-Unis, même si en fait ils sont impliqués dans les questions européennes. L'Allemagne, la stratégie allemande, c'était une sécurité qui reposait sur l'OTAN, donc sur les États-Unis, une énergie qui reposait sur le gaz russe et des exportations, la croissance qui reposait sur les relations avec la Chine.
Alors, tout ça est évidemment un petit peu sujet à révision, mais il y a une vision plus atlantiste du côté allemand, mais qui est en même temps un véritable dilemme, parce que pour les hommes d'affaires allemands, la Chine reste très importante. Et d'ailleurs, il y a eu des pressions quand une nouvelle stratégie a été élaborée. Donc, le gouvernement, finalement, a pas mal entendu les hommes d'affaires allemands. Du côté français, je pense qu'il y a toujours un peu une tradition gaulienne et que, effectivement, on tient davantage à notre indépendance et donc à répondre au cas par cas et ne pas nous aligner systématiquement sur les Américains en ce qui concerne la Chine. Ça dépend de quel sujet. Tout à l'heure, on a parlé effectivement d'une position qui est commune sur Taïwan, qui est le maintien du statu quo et le respect de la liberté de navigation. Sur d'autres sujets, on n'est pas nécessairement sur la ligne américaine. Alors, il y a d'ailleurs une différence là au niveau européen, qui est la définition par Ursula von der Leyen du de-risking par rapport au découpling, même si Anthony Blinken a dit oui, finalement, vous avez raison, c'est le de-risking, mais il faut dire qu'il y a des divergences aux États-Unis aussi. Il y a une différence entre Blinken, qui est assez raisonnable, et Kurt Campbell, qui fait partie des super faucons vis-à-vis de la Chine. Mais de toute façon, on réagira quand on sera au pied du mur. Pour le moment, c'est un peu des discussions. Ça, c'est sur le premier point. Sur les démocraties et les autres, s'il y a 193 pays aux Nations Unies, si l'Europe ne décidait de discuter et d'avoir un partenariat qu'avec les démocraties, ça ferait un cercle très restreint. Et d'ailleurs, on sait très bien qu'au sein même de l'Union européenne, la démocratie et l'état de droit ne dominent pas partout. On sait très bien les pays qui sont concernés. Mais par ailleurs, on ne sait pas qui gagnera les élections aux États-Unis en 2024. Je veux dire, si c'est Trump, l'attaque du Capitole, la contestation des élections, a fait beaucoup de mal au message démocratique, parce que c'est apparu comme une démocratie dysfonctionnelle. Donc, je pense qu'on aurait intérêt, en tout cas, à s'abstenir de donner des leçons à d'autres, qu'on puisse soulever au cas par cas des questions de violation des droits de l'homme, c'est très bien, mais donner systématiquement des leçons, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Merci. Pierre Haroche, toujours justement sur cette question importante de la démocratie. Oui, dans un sens, je suis d'accord avec Sylvie Berman, on ne peut pas en faire un critère absolu en disant on est le camp de la démocratie, et je suis tout à fait d'accord pour dire que ça nous met très très rapidement face à nos propres contradictions en tant qu'Européens ou en tant qu'organisation de l'Atlantique Nord. Donc c'est compliqué d'en faire un critère strict. Mais je ne dirais pas pour autant que ça ne compte pas du tout. Parce que on le voit dans les relations, par exemple, qu'il y a eu entre les Européens et certains pays africains, le fait d'avoir tout d'un coup un coup d'État militaire qui met au pouvoir une junte militaire qui a un rapport au pouvoir et à son avenir qui n'est pas exactement le même qu'un régime civil, tout simplement, eh bien, ça a des conséquences, y compris sur les partenariats militaires qui sont choisis, sur la façon d'envisager la sécurité, et in fine, ça a des effets stratégiques. Le divorce entre le Mali et la France, finalement, ce n'est pas une affaire simplement de symbole, de valeur vis-à-vis de la démocratie, mais le fait qu'il y ait eu ce coup d'État militaire a été le point de départ d'un divorce stratégique. Donc, ça a aussi des implications. Et on ne peut pas avoir les mêmes relations avec des pays qui cherchent
enfin avec un régime plus exactement, avec un régime autoritaire dont l'objectif c'est de trouver dans ses partenaires des mercenaires sans foi ni loi capables d'exécuter les opposants, qu'avec un pays, avec un pouvoir civil, indépendant, avec une certaine transparence et avec qui on peut avoir un dialogue sur la sécurité qui est un petit peu déconnecté simplement du maintien du régime. Donc, voilà, je suis tout à fait d'accord qu'il n'y a pas de leçon à donner, on ne peut pas en faire un critère du dialogue, mais ce n'est pas quelque chose de totalement déconnecté des enjeux stratégiques. Merci. Rachid Dessoulé, pour donc reprendre cette question et que vous posez, Gilles, que finalement travailler avec la Chine ou travailler avec les États-Unis, c'est simplement une question d'opportunité. Oui, donc sur la question donc, de l'idéologie, alors cela dépend que ce soit si on prend juste le cas de la Chine, en Afrique, on voit vraiment qu'il y a une évolution. Pendant la période de la guerre froide ou même un peu avant, l'idéologie était très présente dans les relations avec les pays africains. On est passé ensuite à quelque chose de beaucoup plus pragmatique, plus tangible. Mais ce qui est intéressant à voir depuis le dernier FOCAC, il y a 2 ans, c'est un peu le retour de l'idéologie, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que lorsque vous regardez le dernier, la déclaration commune qui a été publiée après le sommet, il y a plusieurs lignes qui parlent d'une volonté de la Chine de partager davantage son expérience de la gouvernance. Bon, ce qui veut tout et ce qui peut vouloir dire beaucoup de choses, sachant que ce qui est en Chine, ce n'est pas vraiment le modèle démocratique de gouvernance qui est privilégié. Et c'est de là qu'on voit, à partir de là, qu'on voit aussi beaucoup plus de relations avec les pays africains. On parlait des partis politiques tout à l'heure, mais il y a beaucoup de liens qui se tissent. Il y a même une école qui a été créée en Tanzanie. Il y a des différents parlementaires qui font des visites en Chine, pour se socialiser à ce modèle-là. Donc oui, il y a des questions qui sont ouvertes, qui demeurent et qui questionnent aussi ce qu'on a certains appelé en fait un déclin un peu démocratique aussi en Afrique. Est-ce que c'est ce qui se constate? On peut voir qu'au niveau des populations, il y a toujours cette demande pour tout ce qui est liberté individuelle, respect des libertés individuelles, respect de tout ce qui est élection libre, etc., renouvellement des mandats. Mais au niveau des gouvernements, on peut se poser la question. Maintenant, pour les gouvernements, il se fait aussi que pour eux, travailler avec un pays qui ne leur fait pas qui est dans ce principe de non-ingérence, tout du moins politique, parce qu'économiquement, c'est une autre chose, mais cette non-ingérence politique qui consiste à ne pas conditionner l'aide au respect des droits de l'homme, etc., c'est beaucoup plus facile. Et il y a aussi toujours vis-à-vis de l'Europe une sorte de critique vis-à-vis d'un double discours. C'est-à-dire, officiellement, oui, il faut respecter les droits de l'homme pour pouvoir toucher une aide. Il y a tout un ensemble de critiques qui sont faites à l'encontre d'un certain nombre de gouvernants africains, mais dans le même temps, il y a des positionnements de certains pays européens. Quand on prend l'exemple de la France, qui a une posture différente vis-à-vis du Mali que vis-à-vis du Tchad, il y a eu 2 coups d'État aussi. Voilà, la question mérite d'être posée et c'est ce qui est aussi utilisé après dans le discours chinois vis-à-vis des pays africains pour se positionner comme moins hypocrites. Merci beaucoup pour vos réponses à cette question fondamentale de la démocratie dans cette rivalité sino-américaine. Nous arrivons au terme déjà de notre webinaire et je voudrais simplement en conclusion rapide souligner à quel point notre échange a montré d'une part que la rivalité sino-américaine est une réalité qui se traduit pour aussi bien l'Union européenne que dans
en Afrique par ces effets sur dans notre engagement militaire, dans nos effets économiques, avec des approches différentes côté chinois ou côté américain, notamment en Afrique. Il a été souligné aussi la place d'infrastructures que privilégie la Chine et qui peut peut-être séduire davantage les pays africains avec qui elle traite de manière bilatérale. Peut-être aussi que l'effet que ça peut avoir sur notre propre effort d'intégration, en particulier, ce que aussi a été souligné sur l'effort de défense européen pour davantage peser en européen au sein de l'OTAN, et ce sera intéressant de voir effectivement les discussions au sommet de l'OTAN la semaine prochaine de Vilnius. Nous aurons d'ailleurs à l'Institut Jacques Delors un blog post de bilan après ce sommet très important. Mais on a évoqué à un moment comment cette rivalité sud-américaine allait évoluer. C'est un peu la grande question, le point d'interrogation. On voit déjà qu'il y a des moments de détente et parfois des moments aussi de phase plus aiguë, mais sans attendre 2027 et sans fétichiser cette date. En tout cas, on voit à quel point cette rivalité est à suivre de très près et peut, sans s'entretenir, en tous les cas, ce sera fondamental pour nos deux continents de suivre de très près comment elle évolue, et si, en fonction aussi des résultats des élections américaines l'année prochaine, comment elle peut ou pas dégénérer ou non. En tout cas, ou prendre d'autres théâtres, mais nos deux continents sont directement concernés. Je voudrais vraiment à nouveau remercier notre intervenant pour la qualité de leur intervention, pour l'échange nous avons pu avoir entre nous, tous les auditeurs pour toutes les questions. J'en ai pris beaucoup, pas toutes, il y avait aussi beaucoup de commentaires aussi sur ces questions géopolitiques profondes. Il faudrait remercier à nouveau aussi Yabi et Wati pour ce partenariat que je suis heureux d'avoir initié. En ce qui me concerne, c'est effectivement la fin de mon mandat comme directeur à l'Institut Jacques Delors très prochainement, mais je suis très confiant que ma successeur Sylvie Matelli, qui connaît Wati, aura à cœur de poursuivre cet automne ces regards croisés qui, je crois, sont très pertinents dans le monde dans lequel nous vivons. Merci à vous pour votre attention, et donc rendez-vous après l'été, que je vous souhaite à tous excellent. Merci. Merci. Merci.